Trois citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie, qu'ils appellent euro. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les trois citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 €, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 € de capital, plus 1 € d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 € à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois, la masse monétaire est de 30 €. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. À la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leur crédit. Le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 €. À l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 27 € en circulation. À l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 24 € en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. À l'issue du 11e mois, après une farouche concurrence entre les trois citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides, car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit : « Pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. » Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 €. À la fin du premier mois, le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du 10e mois seulement que les comptes des trois citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation, et pourtant il manque 3 € pour rembourser la totalité de leur crédit. Le banquier réunit les citoyens et leur dit : « Il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à zéro sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent, bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête. Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. » Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leur crédit. L'argent est devenu le moteur de leur vie, et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet au banquier de ne rien produire. Il passe son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie puis à la détruire. Avec la monnaie qu'il fabrique, il achète ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Cette petite histoire met en valeur de réalités tout à fait surprenantes. D'une part, les sommes dues aux banques sont globalement supérieures aux sommes disponibles pour les rembourser. D'autre part, si tout le monde remboursait ses dettes,
il n'y aurait quasiment plus de monnaie en circulation dans le monde. Tous les comptes seraient vides, tous les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. Le système monétaire fonctionne comme un système pyramidal. Pour payer les crédits en cours de remboursement, il faut que de nouveaux crédits soient accordés. Sinon, la monnaie se raréfie et certains emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser leurs crédits. Pour les citoyens et les entreprises, la monnaie s'achète comme toute autre marchandise. Les banques louent la monnaie qu'elles fabriquent, et le prix de cette location est de la monnaie supplémentaire qu'elles sont les seules à fabriquer. Observons l'évolution de la masse monétaire dans la zone euro. Ce qui apparaît tout de suite, c'est son évolution exponentielle. La masse monétaire est composée de ce qu'on appelle des agrégats monétaires, nommés M1, M2 et M3. En orange, c'est la monnaie circulante. C'est la monnaie qui est sur les comptes à vue, utilisée pour des paiements, ainsi que la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. Les comptes à vue servent à l'économie réelle. C'est là que sont versés les salaires, réalisés les paiements avec les cartes bancaires, les chèques, les virements, pour les échanges de biens et de services. C'est la monnaie qui sert l'économie réelle. En vert, ce sont les dépôts dits à terme, ou comptes à terme. Ce sont des comptes d'épargne rémunérés, des comptes à préavis, des livrets comme le livret A, certains placements financiers, où une partie de la monnaie scripturale est bloquée par les particuliers pour un certain temps. C'est de l'argent qui fait un peu d'argent. En violet, ce sont les placements à long terme, plutôt destinés aux entreprises. Les comptes à terme et les placements bloquent la monnaie. Cette monnaie n'est plus disponible pour réaliser des paiements, elle ne sert plus l'économie réelle. La masse de la monnaie qui circule, en orange, diminue quand les crédits sont remboursés par destruction monétaire. Elle diminue aussi quand de la monnaie est épargnée et passe d'un compte à vue à un compte à terme rémunéré, ou qu'elle est bloquée dans des placements à long terme. Par ailleurs, les banques ou des organismes spécialisés comme Sofinco ou CTLM proposent de véritables prêts de dépôt bancaire, sans création monétaire. Ils représentent environ 40% des prêts de monnaie. L'industrie financière permet ainsi. Ces épargnants peuvent ponctionner sur la masse monétaire circulante de la monnaie que les moins riches et les entreprises produisent par le crédit. Leur capital augmente progressivement en capturant de la monnaie créée par le crédit. La baisse de la masse monétaire circulante oblige les particuliers et les entreprises à emprunter perpétuellement pour la compenser. Quand un client d'une banque obtient un crédit, la nouvelle monnaie se retrouve sur un compte à vue. Elle est dépensée pour des achats et va voyager de compte en compte au fil des paiements, jusqu'au moment où elle servira au remboursement d'un crédit et sera détruite. Si la destruction monétaire est plus importante que la création monétaire, il s'ensuit une contraction de la masse monétaire. L'économie est en danger. La consommation baisse, cela provoque des faillites, certains doivent vendre de leurs richesses pour se procurer de l'argent, et il devient plus difficile de rembourser les crédits. Et si les emprunteurs n'arrivent plus à rembourser leurs crédits, ce sont les banques qui se retrouvent en difficulté. Les économistes et les politiciens sont condamnés à appeler de leur vœu la relance de la consommation pour assurer une demande de crédit perpétuelle. Car sans crédit, la monnaie disparaît. Rappelez-vous, tous les jours, la compagnie leur dette en monnaie centrale. Quand une banque se procure de la monnaie centrale, on appelle cela le refinancement. Elles ont plusieurs possibilités. Elles peuvent demander à la banque en monnaie centrale. Pour cela, elles déposent des titres financiers en garantie, par exemple des obligations d'État, et la banque centrale crédite leurs comptes.
Le taux d'intérêt qu'applique la Banque centrale lors de ces crédits est appelé taux directeur. Cette monnaie centrale peut être convertie en billets de banque. Mais la plupart du temps, les banques commerciales privées se prêtent entre elles de la monnaie centrale ou se font crédit. Elles peuvent pour cela se faire confiance ou se donner là aussi des titres financiers comme garantie. C'est ce qu'on appelle le marché interbancaire. Comme toutes les banques se font crédit, se prêtent de la monnaie centrale ou des titres financiers, cela fait qu'elles sont toutes liées les unes aux autres. Si une grande banque fait faillite et qu'elle ne rembourse pas ce qu'elle avait emprunté aux autres banques, ce sont toutes les autres banques qui font faillite par effet domino. En 2008, les dérives du système financier ont provoqué une crise de liquidité dans le système bancaire. La crise de liquidité fait que les banques n'arrivent plus à régler leurs dettes, à se procurer de la monnaie centrale ou à se faire crédit. Les banques ont alors cessé d'accorder des crédits. L'évolution normale de la masse monétaire aurait dû être celle-ci. Malheureusement, la crise bancaire a stoppé la progression de la masse monétaire et s'est transformée en crise économique. Les États ont dû sauver les banques de la faillite. Mais le véritable coût de la crise financière est l'explosion de la dette des États pour éviter une aggravation de la crise, des milliers de faillites d'entreprises, des millions de nouveaux chômeurs. À l'avenir, une partie des dépôts bancaires pourrait être supprimée pour sauver les banques. Ainsi, les banques doivent moins d'argent à leurs clients, ce qui équilibre leur bilan. C'est ce qui s'est passé à Chypre en 2013. À partir de 2009, certaines banques centrales ont créé et donné des milliards en monnaie centrale aux banques commerciales pour faciliter le règlement de leurs dettes et ainsi leur éviter la faillite et relancer le crédit. C'est ce qu'on appelle des politiques d'assouplissement quantitatif ou quantitative easing. Cette monnaie centrale nouvelle pourrait être représentée sur ce graphique en tant que M0, appelée aussi base monétaire. Plutôt que d'accorder des crédits aux entreprises et aux particuliers avec une rentabilité incertaine, les banques commerciales privées ont utilisé cette monnaie centrale pour spéculer et acheter de la dette souveraine. Ainsi, d'une manière totalement artificielle, les bourses n'ont cessé de monter, la finance de s'enrichir et les États de s'endetter. Puisque pour rembourser les crédits, on comprend mieux pourquoi les politiques d'austérité et de désendettement sont un suicide économique. La masse monétaire augmente. Une politique d'austérité provoque une contraction de la masse monétaire, condamnant à la faillite certains emprunteurs, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des États. Les banques de ces emprunteurs peuvent saisir leurs maisons, leurs machines, leurs stocks. Les États doivent privatiser les services publics pour rembourser les marchés financiers. La baisse de la masse monétaire provoque la rareté de la monnaie, et cette rareté provoque in fine des transferts de richesses réelles des débiteurs vers la minorité des créanciers, notamment les banques. C'est similaire au processus organisé par l'Occident vis-à-vis des pays en voie de développement. On endette ces pays pour qu'ils nous achètent des infrastructures, des machines, des moyens de production, via des prêts du FMI et de la Banque mondiale. Incapables de rembourser les crédits, leur faillite permet de saisir les ressources naturelles ou même ceux qu'ils ont achetés grâce à ces crédits. Le PIB dans la zone euro, la dette des États représente 90% du PIB. Il nous faudrait travailler 2 ans et demi en donnant tous nos revenus aux pour rembourser toutes nos dettes, il n'y aurait plus de monnaie en circulation. Ce système pyramidal de dette n'est viable que dans un équilibre précaire, car la capacité des emprunteurs à rembourser leurs crédits
dépend de la capacité d'autres emprunteurs à contracter de nouveaux crédits. La fructification du capital, ou ce qu'on appelle l'usure, est le fait de toucher des intérêts sur de l'argent que l'on a et que l'on prête. Imaginons un pays où 10 citoyens ont tous 10 euros. Si l'un d'eux prête ces 10 euros avec 10% d'intérêt, il va lui être remboursé 11 euros. S'il le fait 10 fois, les autres citoyens de ce pays auront perdu chacun 1 euro. S'il le fait 90 fois, il possédera les 9/10 des richesses du pays sans avoir travaillé. C'est son capital qui travaille, pas lui. C'est déjà une situation moralement difficile à justifier. Si l'usure permet aux riches de concentrer de la monnaie, les banques ont le privilège de la création de cette monnaie. Quand une banque veut acheter un immeuble, elle crée la monnaie nécessaire à l'acheter. Pour pouvoir créer de la monnaie, une banque doit simplement veiller à ce que ses actifs, ce qu'elle possède, lui permettent de payer les autres banques. Si les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien pour leurs achats, les entreprises, les particuliers et les États doivent d'abord en épargner, ou bien demander à une banque de lui en louer par un crédit. Voici ce que Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988, disait de la création monétaire ex nihilo. Dans son essence, la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, à la création de monnaie par les faux monnayeurs, si justement condamnés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La différence est que ceux qui en profitent sont différents et autorisés à le faire. Les banques sont des entreprises à but lucratif. Elles ont des actionnaires, leur but est l'enrichissement. Par le privilège de la création monétaire, la spéculation et l'usure organisée à l'échelle industrielle, on constate une gigantesque concentration des richesses dans les mains d'un tout petit nombre de personnes. Quand on parle de richesse, il ne faut pas penser à de l'argent, mais à de l'immobilier, des infrastructures, des propriétés, des entreprises, bref, ce qui a réellement de la valeur. Des chercheurs suisses ont extrait d'une base de données de l'OCDE un groupe de 147 entreprises financières qui ont le contrôle des 20 000 plus grandes entreprises du monde. Et un plus petit groupe forme le noyau dur de ces maîtres du monde. Sans surprise, les banques, et plus globalement le monde de la haute finance, notamment anglo-saxonne, contrôlent directement ou indirectement la plupart des grandes entreprises du monde.